C'est la rencontre de la dernière chance, celle qui a eu lieu entre Steve Witkoff, l'émissaire américain envoyé par Donald Trump, et Vladimir Poutine, le président russe. Vladimir Poutine qui a donc maintenant 48 heures pour mettre fin à cette guerre. C'est l'ultimatum que lui a donné le président américain. Que va-t-il se passer? Quelles actions concrètes sur le terrain alors que les frappes continuent? Après cette réunion de 3 heures, à quoi faut-il s'attendre? Nous allons tout d'abord vous montrer ces images de cette rencontre qui a donc duré 3 heures entre l'émissaire américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine, le président russe. Une rencontre qui a été jugée utile, constructive par le Kremlin, alors que ces images, ce sont celles qui ont eu lieu ce matin. Les deux hommes se rencontrent, se serrent la main, ils sont souriants. Nous allons pouvoir analyser cela dans un instant. Écoutez ce que nous dit Yuri Ushakov. Il est le conseiller diplomatique du Kremlin. Ce fut une discussion très utile et constructive. En ce qui concerne les thèmes abordés, il y a tout d'abord eu la crise ukrainienne. Le deuxième thème concernait les perspectives d'un éventuel développement de la coopération stratégique entre les États-Unis et la Russie. De notre côté, notamment sur la question ukrainienne, certains signaux ont été transmis. Des signaux correspondants ont également été reçus de la part du président Trump. Voilà pour le conseiller diplomatique du Kremlin. Autour de ce plateau, soyez la bienvenue, Caroline Tominé. Vous êtes analyste en géopolitique, vous êtes également présidente de l'ONG Doc for Ukraine et membre de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Claire Cambier, soyez la bienvenue. Vous êtes notre reporter TF1 et LCI. Ce message que l'on vient d'entendre de ce conseiller diplomatique du Kremlin, Monsieur Ushakov, après 3 heures de réunion entre ces deux hommes, l'émissaire américain, le président russe de l'autre côté. Quels signaux est-ce que ça donne? Parce que lui, il parle de signaux. Il parle justement de signaux. Émis et reçus. Exactement. Et de signaux correspondants. Ce n'est pas rien. 3 heures de discussion, c'est aussi conséquent. Alors, on sait que le président russe est habitué à ces longues rencontres. Mais en tout cas, le message qui a été envoyé, il est clair. C'est que des discussions ont bien eu lieu, qu'il y a eu des avancées. Quand il parle de signaux concordants, on peut imaginer donc du coup qu'il y a eu des avancées. Alors il indique 2 choses, qu'ils ont parlé de la situation ukrainienne, qu'ils ont aussi parlé d'accords de coopération stratégique entre les deux pays. On en parlait plus récemment sur ce plateau, potentiellement de la coopération économique. On le sait, Donald Trump aime faire la paix par l'économie. Alors reste à savoir de quoi il retourne. Pour le moment, il a été annoncé qu'il faudrait attendre que ces éléments soient transmis au président américain. On aura seulement un retour à ce moment-là. Et on le sait, Donald Trump doit s'exprimer à 22h30 ce soir. Caroline Tominé, quels signaux est-ce que vous voyez derrière cette rencontre, alors que le président américain doit s'exprimer ce soir? Oui, Witkoff n'est pas un diplomate. Il a été reçu sans la diplomatie américaine, dans le secret, on va dire, et sans évidemment l'Ukraine ni l'Europe. À côté de ça, Chris Kellogg est arrivé en Ukraine en parallèle, et il y a eu toute une organisation théâtrale depuis des jours par rapport à cet événement qui a dû être organisé en off entre les Trumpistes et les Russes. Witkoff est un investisseur dans l'immobilier, ami de Donald Trump, golfeur, et très proche évidemment des Trump. Il est là pour des développements économiques et pour écouter évidemment ce que proposeront les Russes. Il ne va pas être là pour négocier, il n'était pas là pour négocier. Il écoute, il passe éventuellement les messages et on peut imaginer qu'il y a eu des discussions en off aussi, évidemment avec Trump. Ils vont essayer de tordre le bras à Zelensky. C'est ce que vous nous dites depuis le début. Pour vous, il n'y a pas une issue positive pour l'Ukraine derrière cela? Pour vous, ils sont en difficulté sur le terrain et Trump a réintégré sur la scène internationale Vladimir Poutine. Il leur a donné une légitimité par rapport à l'attaque et à la terreur qui a été mise en place depuis 3 ans et demi en Ukraine.
Et ça, aujourd'hui, avec l'axe Chine, Corée du Nord, Iran sur le matériel et l'industrialisation qui se renforce sur la défense russe, fait qu'ils sont en position de force. Grande difficulté pour l'Ukraine sur le terrain, le seul maintien et les attaques de drones en Russie. Général Jean-Paul Paloméros, merci de nous rejoindre en direct sur LCI. Vous êtes ancien commandant suprême de l'OTAN, vous êtes également, mon général, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Ce que l'on a appris, c'est que pendant cette réunion qui a duré 3 heures, mon général, Volodymyr Zelensky a appelé les États-Unis, l'Europe et le G7 à faire pression sur la Russie. Pensez-vous qu'avec ce genre de conversation, de discussion, de réunion, il y a une possibilité de pressuriser la Russie aujourd'hui? Non, je souscris avec ce qui vient d'être dit. C'est une rencontre que je qualifierais de haut risque pour les Ukrainiens. Et c'est pour ça que le président Zelensky, depuis plusieurs jours maintenant, et typiquement hier, aujourd'hui, fait monter la pression. Il veut éviter un marché de dupes qui peut malgré tout se produire. Hein. Tout est possible. Il faudra écouter avec attention, bien entendu, le président Trump. Mais c'est forcément, on sait à peu près quelles sont les cartes sur la table. Il y a effectivement ce deal, et ça, c'est l'hameçon qu'a Poutine pour amorcer en quelque sorte Trump, hein, puisque c'est son grand destin à Trump, on l'a bien compris. Et d'un autre côté, il y a cette pseudo-proposition d'arrêt, d'un cessez-le-feu, mais aérien, dont on connaît mal les limites, mais qui, dans tous les cas de figure, serait très défavorable aux Ukrainiens, parce que, en particulier, l'utilisation des drones et leur arme, je dirais presque stratégique, pour atteindre des objectifs dans la profondeur en Russie. Donc oui, les risques sont grands. C'est pas la première fois. D'ailleurs, Witkoff a rencontré un homologue qui lui-même est plutôt travaille dans les relations économiques. Donc on voit la portée de... Et pour moi, M. Witkoff, avec tout le respect que je peux lui devoir, mais ce n'est pas un spécialiste de géostratégie, ce n'est pas un journaliste de géopolitique, c'est au mieux un économiste. Et au pire ? Et au pire, si au mieux c'est un économiste, est-ce qu'au pire c'est un homme, parce qu'on va vous montrer une image, on se souvient de lui le 11 avril dernier qui rencontre Vladimir Poutine et qui à un moment met sa main sur son cœur. C'est une image qu'on doit vous montrer. Est-ce qu'au pire on peut imaginer que ce soit un homme qui a des accointances avec le président américain, ou à tout le moins qui parle peut-être le même langage de ces hommes très virils à la Donald Trump par exemple? Ça ne me semble pas être la personnalité de Witkoff. Je ne le connais pas personnellement, mais j'ai quand même regardé un peu ce qu'il avait fait. Non, il se veut le porte-parole d'un Trump, mais un Trump qui n'a pas défini très clairement sa stratégie et qui laisse une large marge de manœuvre en espérant qu'il sortira quelque chose. Ça c'est pas pour un dirigeant normal, qualifié et responsable, c'est pas une bonne attitude. Mais pour Trump, voilà, il envoie ses émissaires et puis à un moment donné, il espère que tout ça va, je dirais, produire un effet, alors que les données, on les connaît. M. Poutine veut l'Ukraine, M. Zelensky veut défendre l'Ukraine et il en a le droit et il essaye de s'en donner les moyens et nous devons l'aider, continuer à l'aider. Voilà, les cartes, elles sont là. Après, voilà, c'est cette attitude américaine qui va, dans son ambiguïté, continuer à peser, à mon sens, sur ce conflit. Et ça rend évidemment pour les Ukrainiens la vie assez dure. On revient vers vous dans un instant, mon général. Vous vouliez intervenir, Caroline Tomini. Justement, on va vous montrer cet article de nos confrères de Bloomberg, parce qu'à l'instant, le général Paloméros expliquait que dans les tuyaux, dans ce qui pourrait intervenir après discussion entre les deux pays, il y aurait cette trêve aérienne, notamment, alors on y croit, on n'y croit pas, voilà ce que disent nos confrères, une pause dans les frappes aériennes impliquant des drones, des missiles en guise de geste de désescalade, qui pourrait être une proposition potentielle, à condition, dit cette source proche du Kremlin, interrogée par nos confrères de Bloomberg, que l'Ukraine y concède. Ça veut dire que l'Ukraine le fasse également. Plus de drones, plus de missiles. On peut considérer que c'est un sacré game changer, comme on dit dans ce vocabulaire. Ça pourrait changer la donne sur le terrain, mais est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que pour vous c'est probable ?
Les Ukrainiens ne pourront pas accepter. Là, ils sont en train de leur lier les mains. Il y a un jeu, évidemment, de dupes, ce qu'on disait depuis plusieurs semaines. On connaît la proximité des pro-russes au sein du gouvernement de Trump avec donc le Kremlin. Là, Witkoff est là pour négocier des actes commerciaux. Il a rencontré le directeur du fonds d'investissement direct russe et il écoute évidemment le Kremlin, et puis il est là pour la partie commerciale, développer cette partie-là. Rappelez-vous qu'il avait comparé l'OTAN au Hamas avec le rapprochement de l'OTAN des pays de l'Est, et ces 4 visites en Russie ont démontré le fait qu'il reprenait systématiquement les propos des Russes. Il est pro-russe, on le voit au niveau de sa gestuelle. Ce qui pose problème dans une négociation, parce que négocier, c'est obtenir quelque chose. Là, il n'est pas là pour négocier. Peut-être sur la partie commerciale. Ils sont sur la même longueur d'onde sur certaines choses. C'est ce que vous nous dites ? Il suit, en fait. Il ne s'opposera pas. Il suit. Par contre, il y a une partie qui est intéressante au niveau économique. Ouais. C'est que les Américains sont dépendants des Chinois, d'une société chinoise sur les minerais, qui leur sert sur la production du matériel en industrie de défense. Et ça leur pose un gros problème. Donc, ils sont sûrement en train d'essayer de développer de nouvelles solutions avec la Russie sur ce sujet-là. Claire Cambier, lorsque Sergueï Markov, qui est un consultant politique basé à Moscou, proche du Kremlin, qui était interrogé par nos confrères de Bloomberg dans cet article, lorsqu'il dit très clairement « Donald Trump a besoin d'une sorte de cadeau, d'une concession de la Russie », dit-il. Il ajoute « Une trêve aérienne pourrait être un tel cadeau. On peut y croire? Pour vous, c'est une piste probable? Alors, c'est une piste probable parce que ça serait finalement un cadeau empoisonné pour les Ukrainiens. Pourquoi? On l'a entendu il y a quelques instants. Pour le moment, les Ukrainiens, là où ils sont forts, c'est finalement sur les frappes en Russie. Elles les frappent avec des drones, avec des missiles sur des bases énergétiques, notamment sur le pétrole, cette manne financière pour la Russie. Elles frappent également sur des infrastructures militaires. Et on le voit à l'inverse, en Ukraine même, sur le front, elle est en difficulté. Il y a toujours des avancées russes, même si ce sont des avancées minimes. Ce sont quand même les Russes qui sont à l'offensive. Alors, ce serait vraiment un cadeau empoisonné parce que, oui, ça serait bénéfique pour la population. Il y aurait un répit, finalement, pour la population qui vit loin du front et qui subit ces attaques de drones et de missiles très régulièrement, voire quotidiennement. Mais ça n'aiderait pas, en tout cas, l'Ukraine sur le moyen et sur le long terme. Général Paloméros, lorsque l'on imagine ces discussions avec cette trêve aérienne probable, mais que dans le même article, on apprend que Vladimir Poutine, lui, n'a pas changé d'un iota concernant ses objectifs, qu'est-ce que ça révèle en réalité de ces 3 heures de discussion entre ces deux hommes et peut-être de ce qu'annoncera le président américain ce soir? Ça donne l'impression que Poutine, on le connaît depuis longtemps maintenant. Il est assez habile, hein. Il connaît par cœur, il a tout le récital. Ça fait des lustres maintenant qu'il rencontre les grandes de ce monde, si je puis dire. Et là, je crois qu'il a parfaitement saisi l'esprit de Trump, et il essaye, jour après jour, déclaration après déclaration, de rentrer dans son esprit, en quelque sorte. Parce que, regardez, quand récemment Medvedev a fait des déclarations très abusives sur le nucléaire, etc., Poutine a tout de suite fait rectifier le tir. Il a dit non, Medvedev, il ne représente pas la parole officielle. La parole officielle, c'est moi. Et donc, Poutine a pris très grand soin de ménager Trump parce qu'il pense qu'à un moment donné, il va sortir lui-même la carte qui va emporter Trump en lui disant « Là, vraiment, mon gars, t'aurais beaucoup à perdre et peu à gagner si tu continues comme ça. » Mais jusqu'où ça va aller? D'un autre côté, Trump, il a 2 solutions. Soit il laisse faire, c'est dramatique pour l'Ukraine et les Européens, donc à bien se tenir, si je puis dire. Ou alors, il montre les muscles, mais la question se pose, quels sont ces leviers de pression sur Poutine dans ces cas-là? Mais voilà, je pense qu'il y a une alternative. Aujourd'hui, il ne peut plus louvoyer,
parce qu'il a déjà trop louvoyé, ça fait des milliers de morts et ça ne fait avancer personne. Il ne peut plus louvoyer, vous dites, général, mais sur les marges de manœuvre, on a vraiment du mal à comprendre ce qui pourrait changer la face de cette guerre. On a du mal à comprendre. Est-ce que vous avez des pistes très probantes que vous pourriez imaginer, vous qui connaissez parfaitement le terrain, sur ce qui pourrait être fait pour contenter assez Donald Trump, sachant que Donald Trump a pris aussi, a tellement avancé devant la face du monde le fait qu'il voulait terminer cette guerre de toute façon, même s'il avouait, il a reconnu. Ça n'est pas facile, mais il veut la terminer. Quand je dis que Poutine est un fin négociateur ou un joueur, je ne sais pas si c'est un joueur d'échecs, mais enfin en tout cas, il joue assez bien dans ce monde de la duperie et de la tromperie, c'est que là, il a effectivement une occasion en or, si je peux exprimer ainsi, parce qu'en proposant ce cessez-le-feu aérien, entre guillemets, il joue sur la vie des Ukrainiens qui n'est plus, à ce moment-là, encore faut-il voir le temps, la durée, parce qu'on parlait d'une semaine, c'est pas en une semaine que c'est la différence. Mais donc, il joue une carte en disant, vous voyez, Monsieur Trump, vous vouliez qu'on réduise le nombre de victimes, nous, on s'y engage, puis c'est l'Ukraine qui est le mauvais élève, puisqu'elle continue. Et là, il retourne un peu le sens des responsabilités. C'est assez habile sur le fond, c'est pas acceptable vraiment sous aucune forme. Mais je crois que c'est le jeu qu'essaye de jouer Poutine, toujours pour retarder les échéances et créer le doute. Et le doute est vraiment fatal, peut-être fatal aux Ukrainiens. Vous parliez à l'instant, mon général, et permettez-moi de vous couper, du doute. En attendant, il y a effectivement ce doute autour de la menace nucléaire. On vous le rappelle, 2 sous-marins nucléaires américains postés au bon endroit d'après le président américain Donald Trump. Et puis, le ministre russe des Affaires étrangères qui a mis fin au moratoire selon lequel la Russie adhérerait au traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire, malgré le retrait des États-Unis en 2019. Je vous propose qu'on écoute à ce sujet le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L'escalade nucléaire est-elle encore une possibilité? Écoutons-le. La Russie n'a plus aucune restriction. Elle ne se considère plus comme limitée par quoi que ce soit. Elle estime donc avoir le droit de prendre les mesures qui s'imposent si nécessaire. Il est peu probable que nous puissions nous attendre à des annonces à ce sujet. Après tout, nous parlons du secteur de la défense, qui est un domaine plutôt sensible et non public. Caroline Tominé, lorsque Dmitri Peskov nous dit à l'instant, et qu'on l'écoute très attentivement, la Russie n'a plus aucune restriction dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? C'est un effet de communication, un effet de manche. En fait, on sait très bien que le traité n'est plus respecté. Il est plus respecté, c'est pour ça que les Américains étaient sortis du traité en 2019 à peu près. Alors ce traité est sur les armes nucléaires de moyenne portée, courte portée et moyenne portée, donc de 500 à 5500 km. L'Oreshnik a été testé sans armes en Ukraine par les Russes, et un missile de longue portée, de moyenne portée. Donc c'était un exemple type du fait que le traité n'était plus respecté. Là, en fait, c'est un effet d'annonce. On crée le brouillard en même temps qu'il y a des discussions, soi-disant des négociations qui n'en sont pas. On parlait déjà du nucléaire avec les sous-marins américains, alors que normalement, ce sont des sujets qui restent confidentiels au niveau de l'état-major, et on continue comme ça. Chaque jour, il y a une nouvelle actualité, sans rebond, mais une nouvelle actualité, et ça fait 6 mois que ça dure. On avait Prigojine autrefois, rappelez-vous, c'était le même principe, et là, sur des thèmes différents, mais on a une actualité qui rebondit chaque jour. Claire Cambier. Oui, c'est pas forcément une nouveauté, puisque cette annonce, elle avait déjà été faite par la Russie en novembre dernier. Vous le disiez, quand la Russie avait attaqué l'Ukraine. Voilà, une usine d'équipements aérospatiaux de l'époque soviétique qui
pouvait avoir été transformée en une usine de missiles balistiques made in Ukraine. En tout cas, c'était les rumeurs à l'époque. L'annonce avait été faite. On en a eu encore une la semaine dernière, puisque le Kremlin a indiqué qu'il y avait eu un accord avec la Biélorussie et que des lieux pour positionner des Oreshnik justement avaient été décidés, et que donc il y avait une force de frappe encore plus importante. Oreshnik, c'est missiles qui peuvent avoir des ogives nucléaires. Bon, en tout cas, une menace nucléaire drone d'un côté, et puis Donald Trump de l'autre, qui a peut-être trouvé un moyen de se préserver ou alors de blaguer, mais d'une façon qu'on a du mal à saisir. On va vous montrer ces images. Ça se passe au-dessus de la Maison-Blanche, forcément. Voilà ce que fait Donald Trump. Il est interrogé par des journalistes. Et regardez ce qu'il leur répond, en tout cas, au sujet du fait d'être sur le toit et d'avoir un rapport avec le nucléaire aussi. Donald Trump. C'est ahurissante, oui. Mr. President, what do you want to build? What are you trying to build? What? Sir, you approve? You saying more missiles? Are you building missiles? What? Come on, Dad. Did you say missiles? Général Paloméros, on arrive à la fin de notre entretien, mais en 30 secondes, qu'est-ce que vous pensez de cette séquence criante en ce qui concerne le président américain qui est sur le toit de la Maison-Blanche, et le journaliste lui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» et il répond « On va installer des missiles ». Oui, c'est peut-être pour protéger la Maison-Blanche. Mais pour dire en un mot quel est le fond du problème, c'est qu'on avait voulu limiter en 87 Reagan et Gorbatchev avait signé un accord pour limiter les risques d'emploi du nucléaire sur le théâtre de bataille, si vous voulez. Et là, les Russes ont sorti et ont installé sur l'enclave de Kaliningrad des missiles de type Iskander qui sortent des normes de ce traité INF, et ça date d'il y a plusieurs années maintenant, et ce sont eux qui ont déclenché cette crise, en sachant pertinemment qu'en positionnant ces missiles à portée de canon, si vous excusez l'expression... Finissez rapidement, mon général, allez-y, finissez votre phrase rapidement. Non, en positionnant ces missiles qui dépassent, qui sortent de la norme du traité INF, enfin qui sont en plein dans le traité INF, ils savaient qu'ils allaient déclencher une posture, des conséquences. D'autant plus que la Chine n'a pas signé le traité INF. Donc que ce soit les États-Unis ou la Russie, ils ont intérêt à ce que ce traité n'existe plus. Merci beaucoup, général Paloméros. Merci à vous également, Caroline Tominet et Claire Cambier, de m'avoir accompagné.